château de Chambord. Ça nous intéresse. Ce qui nous intéresse juste en dessous, c'est quelles sont leurs histoires de fesses. Alors là, on n'est pas pour rien les Gaulois. La grivoiserie, c'est nous qui l'avons inventé et qui aimons ça par-dessus tout. Donc ça, alors là, je vois qu'il y a une flopée de livres sur ce sujet, les histoires d'alcôve, de l'histoire de France, histoire d'amour, l'histoire de France, tous les bouquins de Guy Breton, enfin on en a tous lu, les grands amants, les grands... Bon, alors moi... non, je peux pas en faire un de plus, parce qu'il y en a bien suffisamment qui ont fait le tour de la question, et puis parce qu'en plus je suis une vraie protestante, figurez-vous, alors moi je pense que mon père se retournerait dans sa tombe de me voir consacrer un livre aux histoires de festes de l'histoire de France, donc non. Et je pense par ailleurs que les vraies souffrances universelles, c'est ce qui nous concerne vraiment tous, oui, ce sont les histoires de famille. Parce que ça, un grand-parent qui chouchoute, un parent qui chouchoute aussi un enfant, c'est encore pire. Les rivalités entre frères et sœurs, comme c'est douloureux. Donc tout ça, on l'a tous traversé. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Et naturellement, eh bien, tous nos rois de France. Et moi, je suis allée chercher derrière des personnages de l'histoire de France que nous connaissons tous, eh ben, l'aspect familial. Et parfois, il y a vraiment d'assez grandes surprises, parce que des rôles. Alors, il y a un autre aspect, une autre motivation dans l'écriture de ce livre, c'est que il y avait le débat sur le mariage pour tous, et moi j'ai trouvé, ça m'a frappé quand je voyais les deux camps, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, débattre. J'ai trouvé que les gens étaient vraiment dans la caricature, en train de stigmatiser le camp d'en face, où vous êtes un dinosaure à la De Gaulle et Yvonne, 49 ans de mariage monogame au compteur, oui, bien sûr c'est très ringard, mais enfin, ça concerne encore pas mal de monde. Et donc, j'ai voulu montrer qu'avec ce regard de l'histoire, on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser, en matière de modèles familiaux, et c'est vrai dans beaucoup de domaines, le thème de modernité. Ça n'est pas possible, parce que tout a déjà été fait, tout a déjà été expérimenté. Moi, je me souviens dans un débat télévisé, un jeune homme qui s'occupait des réseaux sociaux qui me dit, mais vous comprenez, maintenant, parce qu'on est obligé de tromper son conjoint, parce que d'abord, on vit très longtemps, bon, et puis en plus, on a des téléphones portables et les sites de rencontres, donc comment voulez-vous qu'on résiste? Je lui dis, mais écoutez, monsieur, est-ce que vous croyez que sous le Directoire à Paris, après la Révolution, la tension, la peur révolutionnaire, les femmes, avec une mode où toutes les femmes se baladaient à moitié nues dans des robes de gaz, enfin c'était une provocation, et Paris était transformé en un vaste lupanar, je suppose que probablement Bordeaux encore plus parce qu'on y buvait. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on avait besoin d'avoir les réseaux sociaux et un téléphone et un... Je m'en enfin, vous voulez lire. Quant au mariage pour tous, je cite régulièrement l'exemple de Néron. Néron, il avait, vous savez qu'il a eu différentes femmes, il a eu une épouse qui s'appelait Popée. Et puis, bon, il avait quand même, c'était un homme légèrement cyclotimique, comme chacun sait, et alors un jour, Popée l'énervait un peu, donc il l'a tuée à coups de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte, donc c'était Néron. Lui aussi, il avait des relations familiales un peu compliquées. Et puis, pris de remords, quelques temps plus tard, il croise dans son palais un esclave qui s'appelait Sporus. Et le malheureux Sporus ressemblait beaucoup à Popée. Alors du coup, qu'a fait Néron? Il a fait castrer Sporus, et puis il l'a épousé. Donc il a épousé non seulement Sporus, mais il s'est marié 2 autres fois. Il a fait une sorte de comédie de mariage, enfin de mariage homosexuel en somme, enfin quoique le mot n'existe pas, je m'empresse de le préciser, avant 1868, donc c'est pas tellement à l'époque de Néron, on ne parle pas de ça, mais ensuite il a épousé Pythagoras et Doryphore, voilà, 2 autres messieurs. Bon, donc si vous voulez, de quoi parle-t-on? Et c'est vrai que en matière d'histoire de famille, donc tout, je dis bien tout, a déjà été expérimenté et parfois vous allez le voir, je vais vous le raconter de façon assez amusante. Alors, ce livre, je voulais faire absolument, alors parfois on peut penser que ça, parfois ça tombe très bien, parfois c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand on a en tête l'idée d'un livre idéal, on essaye de s'y tenir et parfois on fait un peu rentrer la matière dans les cases ou le plan qu'on s'est fixé. Et bien moi je voulais faire un jeu des 7 familles.
Donc effectivement, dans ce livre, il y a 7 familles. Alors, ça commence par la famille Tonton Flingueur. Alors en gros, je vous dirais les familles, la famille Tonton Flingueur, ensuite Père indigne, Mère abusive, Frères ennemis, ça il y en a beaucoup dans l'histoire de France, frères ennemis, Démons de midi et famille recomposée, où là je trouve un certain grands messieurs assez croquignolés. Et puis j'ai trouvé aussi, et ça c'est un exemple quand même très amusant que je chéris tendrement, c'est mon mistigris. Vous voyez, le mistigris, la carte qu'on ne doit pas prendre dans le jeu de son adversaire aux cartes. Le mistigris, c'est un personnage, je veux dire, c'est un président de la République, je vais faire un peu de teasing. C'est un président de la République qui avait 3 femmes dans sa vie. Et un drôle de bonhomme, et dont la première dame de l'histoire de France, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, j'ai une bonne pioche. Et dans la bonne pioche, j'ai mis tous les exemples familiaux, à mon avis, les plus étonnants de notre histoire. Et j'ai trouvé notamment le pire père de l'histoire. Je suis allée chercher celui qui, à mon avis, s'il s'allongeait aujourd'hui chez un bon psy, on lui dirait: ça, monsieur, là, vous avez toutes les excuses du monde parce que vous avez vraiment une vie de famille gratinée. Et je vous assure qu'une fois qu'on a lu les exemples de tous ces gens-là, eh bien on se dit: bah, mon Dieu, finalement, ma famille n'est pas si mal, et comment le peuple. Alors, je ne vais évidemment pas passer en revue tous ces personnages, mais en tout cas, vous dire quelques mots des tontons flingueurs et des pères indignes. Les tontons flingueurs, bon, ça je passe assez rapidement si vous voulez, c'est tous ceux chez qui le fait d'être partie de la même famille, eh ben, c'est un critère extrêmement discriminant de raccourcissement éclair de votre espérance de vie, si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, ce sont les mérovingiens, les carolingiens, c'est-à-dire les rois franches, et qui, comme le partage du patrimoine est égalitaire, et ben, quand vous avez un roi franc qui meurt, et ben, ses fils n'ont de cesse de se partager son royaume et d'essayer de trucider ses frères et sœurs pour le récupérer à son profit et agrandir son propre territoire. Alors que chez les Romains, il y avait la primogéniture mâle, donc l'aîné hérité, et jusqu'à ce qu'on pratique, nous, à partir de Louis le Pieux, le même système, c'est l'aîné qui devient le roi principal et les autres ont un bout de fief qu'on appelle un apanage. Alors là, on restaure une certaine paix familiale, mais avant ça, c'est le début du royaume de France, c'est une boucherie, une arène sanglante. Il ne faut même pas parler de sens de la famille, où on s'entretue avec des raffinements de perversité. C'est épouvantable, c'est un bain de sang absolu. Enfin, ça donne, je ne pourrais même pas vous lire le passage sur je vous parlais de Frédégonde, mais sur les assassinats de Frédégonde, mais vous en avez le mal de mer, quoi. C'est pas possible, on ne peut pas faire un livre là-dessus, c'est too much. Alors elle assassine tout le monde, donc sa fille, alors c'est marrant parce que sa fille Radegonde, elle essaie de la tuer d'une façon assez curieuse. Elle lui dit: tiens, tu vois ma fille, dans ce coffre, j'ai toutes sortes de bijoux que je te destine. Et quand sa fille regarde, boum, elle lui rabat le coffre sur la nuque, elle essaie de lui faire le coup du lapin. Alors Radegonde s'en sort, mais elle écule des victimes parmi des dizaines de sa brave mère. Les Romains, eux, écoutez, alors ça je trouve que ça donne à réfléchir quand on est dans une situation politique, on a l'impression d'avoir une classe politique assez médiocre, donc même si, bon, ça n'est qu'un petit passage des tontons flingueurs, mais j'ai quand même envie de vous le raconter, c'est que bon, les Romains ont quand même eu, je vous citais Néron avec Sporus, ils ont quand même eu quelques empereurs assez gratinés dans le genre pervers et déglingués, entre Néron, Caligula et même Claude qui valait guère mieux, un petit peu mieux quand même. Enfin lui, le pauvre gars, il est mort assassiné par Agrippine qui lui a servi une poêlée d'amanite, une mouche, et bon, alors, il n'y en a pas beaucoup qui meurent dans leur lit de ces messieurs. Et au bout d'un moment, le Sénat, on avait ras-le-bol d'avoir ces princes. Alors, Gerfagnon, dans son histoire de l'Empire romain, il les appelle les princes porphyrogénètes, hein, c'est-à-dire les princes nés dans la pourpre. Hein, le porphyre, c'est le porphyre qui n'a d'ailleurs pas du porphyre, je ne veux pas dire des âneries dans ton manque du souvenir napoléonien. Le tombeau de Napoléon n'est pas en porphyre, je le sais, il est en quartzite de Chochka, et je ne me coincerai pas sur cet intéressant sujet. Donc, mais porphyre, ça veut dire rouge, quoi. Porphyre, la porphyrie, et les porphyrogénètes, on comprend bien l'étymologie du mot, c'est ceux qui sont nés dans la peau. Alors les sénateurs en avaient ras-le-bol de tomber sur des dégénérés de genre de Néron et Caligula, donc ils se disent, eh ben, on va changer de système, on va prendre les plus méritants. Et qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller prendre le fils 2, le neveu 2, on va désigner le plus digne, celui qui paraît le meilleur.
Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ce qu'on appelle le siècle d'or des Antonins, c'est-à-dire un siècle au cours duquel on aura, bon, il y a à peu près 9 empereurs, dont 5 qui sont les plus importants, Hadrien, Trajan, Nerva, et qui sont, qu'on appelait les 5 bons empereurs, dont un des, parce que c'est Trajan qu'on appelait l'Evergète, c'est-à-dire le bienfaiteur du peuple. Donc, à partir du moment où, au lieu de désigner le fils de Romain, se sont dit on va désigner le meilleur, et bien ça a donné un siècle au cours duquel l'Empire romain connaît sa prospérité économique maximale et surtout son expansion maximale. C'est là que Hadrien construit le fameux mur d'Adrien vers le haut de l'Angleterre. Il passe en Écosse ou plus bas quand même peut-être. Bon, je ne vais pas me lancer là-dessus. Donc, et ça c'est assez intéressant si vous voulez, de penser que oui, quand on ne se choisit plus en famille, on dit au lieu de prendre mon neveu, mon frère, mon cousin, je vais prendre celui qui a l'air le plus au point, et bien ça donne le siècle d'or des Antonins. Alors malheureusement, si les Mérovingiens et les Carolingiens avant Louis le Pieux avaient eu l'idée, au lieu de pratiquer, parce que les premiers rois francs pratiquaient la vendetta, c'est une sorte de vendetta un peu à la calabraise, ça s'appelait la faïde. C'est-à-dire tu tues mon neveu, je tue ton fils, tu tues ma femme, je tue ta belle-sœur. C'était à peu près comme ça que ça se pratiquait. Et si au lieu d'avoir ce partage égalitaire du patrimoine et du royaume, vous avez eu un partage à la romaine avec la primogéniture mâle, et bien ça nous aurait évité un bain de sang dans ces débuts du royaume de France. Donc allez, hop, j'expédie mes cantons flingueurs, donc ça d'un revers, parce que vous avez bien compris que d'une manière générale, dans ce livre, il s'agit bien davantage à la fois quand même d'apprendre des choses, parce que je travaille avec sérieux, mais en même temps plutôt de divertir mes lecteurs et non pas parce que vous voyez, passionné par cette histoire de prince de siècle d'or des Antonins, je ne doute pas que vous allez tous vous précipiter sur le Gerfanion et l'Empire romain, qui est un livre absolument magnifique. Alors, parmi les pères indignes de l'histoire de France, je ne sais pas ceux qui vous viennent éventuellement à l'idée, moi je suis évidemment là chacun trouverait peut-être les siens. Moi, j'ai constaté quand même qu'il y a des parents, il y a des pères dans l'histoire de France qui sont quand même super vernis de façon incroyable. Il y a vraiment des parents heureux, comme disait mon père, quand il nous présentait tous les cas, généralement, il disait accident numéro 1, accident numéro 2, c'était très aimable à lui. Enfin, en tout cas, il y a des parents heureux. Regardez un roi comme Pépin le Bref. Pépin le Bref, qui est son père? Son père, c'est Charles Martel. Pas mal. Qui est son fils? Charlemagne. Non mais vous vous rendez compte? Dans un dîner de famille, écoutez-moi les gars, mon père, Charles Martel, mon fils c'est Charlemagne, c'est extraordinaire si on veut bien y penser. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Regardez, Louis VIII, son père c'est Philippe Auguste, et son fils c'est Saint-Louis, c'est un saint en plus, ça il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de France. Louis XIII, son père Henri IV, son fils Louis XIV. Donc on a quand même du pot, parce que d'une certaine manière, à part quelques accidents de parcours, souvent dans l'histoire de France, on a quand même des gars bien plutôt, des gars de qualité. Et alors parfois, malheureusement, ça tourne moins bien. Et puis, ça tourne mal surtout, parce qu'il y a vraiment des cas très graves où le père tue son fils. Alors je commence là-dessus, dans mes pères indignes, je commence par Yvan Le Terrible. Vous savez qu'il a tué son fils, Yvan Le Terrible. Il était complètement fou. Et je commence par un exemple qui n'est pas français, mais parce que je suis extrêmement chauvine, donc j'essaie toujours d'aller chercher chez les autres les trucs embêtants pour montrer à quel point chez nous c'est vachement mieux. Bon, mais j'assume totalement cette vision des choses. Et je commence par le fils le plus récalcitrant sans doute de toute l'histoire de France, qui a été à la fois un fils ingrat, mauvais fils et extrêmement mauvais père, qui est Louis XI. Louis XI méprisait son père. Il est vrai que quand il est tout jeune garçon, son père c'est le pauvre petit roi de Bourges, vous connaissez, qui n'a plus un sou, qui va être obligé quand il engage les armées derrière Jeanne d'Arc pour aller chasser les Anglais d'Orléans. Il n'a même pas de quoi se payer des souliers. C'est sa belle-mère, Yolande d'Aragon, qui lui prête de l'argent pour financer des troupes. Et il est abandonné de tous, et c'est un peu un faible. Et son fils, qui est déjà un enfant
qui a un fort caractère et déterminé, méprise ce père. Il y a entre eux un abîme d'incompréhension et de mépris qui jamais ne se comblera. Mais si on regarde ça avec un regard d'hommes et de femmes du XXIe siècle, le père de Louis XI est marié avec Marie d'Anjou. Et il lui fait 14 enfants. En 1446, je crois qu'elle accouche de son 14e enfant. Elle a la quarantaine à ce moment-là. Et c'est le moment où Charles VII tombe fou amoureux d'Agnès Sorel. Alors ça, vous avez tous vu Secret d'Histoire, vous connaissez cette histoire par cœur. Enfin, donc, et il va faire 4 enfants à Agnès Sorel. Elle meurt en couche du dernier des 4. Donc pour le jeune ado qui est Louis XI, c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi de France impose une favorite à la cour. Et c'est un scandale pour un roi chrétien, c'est un scandale ahurissant. En plus, Agnès Sorel, elle est sublime, elle a 20 ans de moins que lui. On lui attribue l'invention du décolleté, parce qu'elle a très joli sein, donc elle aime les montrer. Et c'est pourquoi d'ailleurs la plupart des tableaux d'Agnès Sorel, elle pose en vierge à l'enfance, qui est une façon de montrer ses seins sans que personne ne vous dise rien. On lui attribue aussi l'invention de la traîne, elle se balade à la cour avec des traits de 8 mètres de long, elle se fait épiler les sourcils, elle se fait brûler les cheveux pour avoir un front plus haut. Enfin, en tout cas, c'est une créature volcanique à la plastique parfaite. Et la malheureuse Marie d'Anjou, qui a 40 ans, a eu 14 gosses, évidemment, elle est un petit peu flappie, elle doit être un peu moins sexy. Et là, alors le roi, qui s'est absolument révolutionné, parce que depuis qu'il a été sacré à Reims par Jeanne d'Arc, les Anglais sont en train de quitter la France, donc on l'appelle maintenant Charles le Victorieux, mais il est vraiment victime, comme d'autres messieurs cités dans le bouquin un petit peu plus loin, d'un véritable, c'est le démon de midi en somme. Il tombe éperdument amoureux d'Agnès Sorel, qui est mieux traité, il lui offre le château de Beauté-sur-Marne, sans doute le savez-vous aussi, c'est pour ça qu'on l'appelle la reine de beauté, le premier grand diamant taillé de l'histoire des joyaux de la couronne de France, il est offert aussi à Agnès Sorel. Et alors, pendant ce temps-là, le jeune Louis XI, il n'existe pas aux yeux de son père. Hein. Son père lui a vaguement confié un moment, il est devenu gouverneur général du Languedoc, parce qu'il y avait un peu des soulèvements et des rançonnages dans les campagnes, et il lui donne ce poste ronflant sans un sou. Donc ça, le futur Louis XI s'en rend bien compte. Et alors, comme il est extrêmement brillant, il arrive à obtenir des villes qu'elles payent leur écho pour financer la lutte contre les écorcheurs qui se baladent dans le pays. Et il réussit tellement bien que son père le rappelle à Paris en disant oui, il le rappelle à la cour, pardon, je dis à Paris comme si tout était à Paris, mais non, la cour n'était pas à Paris. Il le rappelle auprès de lui. Et puis après, et bien, Louis XI va participer à ce qu'on s'est appelé la praguerie, c'est-à-dire une révolte des grands seigneurs contre le roi. Et alors, à chaque fois qu'il peut comploter contre son père, qu'il méprise absolument, il le fait. Bon, son père commence à en avoir marre, alors j'avais appelé ce chapitre, alors ça va finir mal, évidemment, c'est qu'un jour, il va s'engueuler avec sa belle-mère. Donc c'est Louis XI et c'est Charles VII, mais enfin prenez ça se passe dans n'importe quelle famille comme ça. Donc il faut imaginer ce que c'est. C'est un ado rebelle qui s'entend très mal avec son père et sous le nez, alors qu'il voit sa mère là, avec son missel et ses prières à longueur de journée, il assiste à l'humiliation quotidienne de sa mère. Bon, un jour il va arriver ce qui devait arriver. Il s'engueule avec Agnès Sorel. Alors selon les chroniqueurs, soit il lui donne une claque, soit il sort son épée et il lui court après jusque dans sa chambre. Enfin, c'est un scandale ahurissant à la cour. Et alors là, Charles VII lui dit bon, maintenant ça suffit. Alors j'avais appelé ce chapitre « File dans ton apanage » et c'est là que mon malheureux mari m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'un apanage ?» Donc j'ai appelé ça très bien « File dans ta chambre » parce que c'est vraiment ça ce qui se passe, tu files dans ta chambre. Et sa chambre, c'est son apanage, c'est le Dauphiné. Et donc, le futur Louis XI est vraiment banni par son père de la cour. Et au départ, il pense qu'il part pour 4 mois. Et finalement, ça va durer 14 ans. Donc, et il ne reverra jamais son père. Donc, entre le futur Louis XI et Charles VII, c'est 11 ans de séparation, de conflits, de complots ourdis par Louis XI depuis le Dauphiné, dont il va faire un peu le laboratoire du futur royaume de France, avec des choses admirables d'ailleurs, parce que Louis XI a été vraiment un très grand roi. Il va s'allier avec les pires ennemis de son père, mais c'est vraiment, tu vois, là, c'est comme une mouche à qui on arrache une patte, je vais te montrer jusqu'à quel point je peux te nuire. Il y avait eu un précédent entre eux d'ailleurs, c'est que quand Louis XI s'est marié,
son père, Charles VII, est arrivé de la chasse. Il avait sa tenue de chasse crottée, ses éperons, ses bottes crottées. Il est arrivé dans l'église de la chapelle où ça se passait. Il a dit bon, ça se passe où, c'est là, très bien, bon allez, on expédie la chose. Il n'a pas dépensé un centime pour le mariage de son fils. D'habitude, pour un mariage princier, quand même, on brisait quelques lances. Il y avait un peu un tournoi, il y avait un peu des festivités, là, rien. Aujourd'hui, les Jones diraient, ils ne calculent pas son fils, ils s'en fichent complètement. Et Louis XI avait été ulcéré par ça. Ce qui fait que, après 14 ans d'exil, quand il apprend la mort de son père, Louis XI, eh bien, les Bourguignons chez qui il s'est réfugié, parce qu'évidemment il a été réfugié chez Philippe de Bourbon, le pire ennemi de son papa, et ça t'as bien vu, là, ça va t'énerver, je vais aller sur... C'est celui au monde que tu détestes le plus, moi c'est celui chez qui j'habite, tu vois papa, bon, vive la famille. Mais, eh bien, on dit que quand il a appris sa mort, il a d'abord commencé par rire, et après, eh bien, qu'a-t-il fait? Il est allé à la chasse. Et il a fait exactement ce qu'avait fait son père 25 ans avant, qui à son mariage était venu en disant c'est là, bon très bien, je viens, je pars. Et bien lui, il apprend la mort de son père, il va à la chasse. Donc si vous voulez, à l'époque de Louis XI, bien sûr, on ne s'allonge pas sur un divan. Mais enfin, vous admettrez que quand on voit les individus agir de cette manière, ils agissent exactement comme on le ferait nous dans les mêmes circonstances. Et autre anecdote de la même eau concernant Louis XI, Louis XI, ne s'entendant pas du tout avec son père, avait une sorte de père supplétif qui était Francesco Sforza, le duc de Milan. Et il aimait énormément cet homme, il l'admirait beaucoup, et à tel point que quand il a appris la mort de Francesco Sforza, il a fait raser l'endroit, le morceau de forêt où il se trouvait en apprenant la mort de cet homme-là. C'est quand même très très spécial. Hein. Il fait raser le coin de forêt où lui-même se trouve quand il apprend la mort de cet homme qui lui avait servi de père de remplacement. Bon, alors quand lui-même a un fils, quelques années plus tard, on se dit, bon, en toute logique, son fils, il va l'appeler François, voilà. Bon. Eh bien non, comment appelle-t-il son fils? Il l'appelle Charles. Voilà pourquoi, comme son papa, les relations de famille, c'est subtil et c'est compliqué. Il y avait entre eux cette incompréhension et cette hostilité. Et finalement, le jour, le successeur de Louis XI va s'appeler quand même comme son papa. Alors on peut se dire que d'accord, oui, il y a beaucoup de Charles, d'Henri, de Louis dans les rois de France. Mais enfin, il aurait tout à fait pu l'appeler François. On a eu aussi quelques François. Donc voilà Louis XI. Alors on se dit, Louis XI, il a eu des relations épouvantables avec son père. Va-t-il, lui, faire un père potable? C'est tout le contraire. Ça a été épouvantable. C'est-à-dire il s'est dit que, puisque lui avait été épouvantable avec le sien, certainement son fils ferait pareil. Et donc son fils Charles VIII, vous savez, Charles VIII, c'est celui, le premier de nos rois de France à avoir eu ce rêve d'Italie et qui meurt de façon extrêmement idiote dans les galeries de son château. Il se heurte la tête contre le linteau d'une porte et il meurt d'une commotion cérébrale. Enfin, il est mort de façon très bête et beau. Mais en tout cas, Charles VIII, à l'âge de 12 ans, il est comme un prisonnier d'État. Il est enfermé au château d'Amboise. Il n'en sort pas. Les hommes n'ont pas le droit de l'approcher, au point qu'à la cour, on se demande même s'il existe, tout simplement. Il ne sait pas lire. Donc, il va succéder à Louis XI vers l'âge de 13 ans. Il ne sait pas lire, parce que son père a voulu en faire un crétin, et un crétin inoffensif, en se disant, bah, dis donc, si mon fils se comporte vis-à-vis de moi comme je l'ai fait moi avec mon père, ça va être gratiné. Et donc, il veut élever son fils comme une andouille. Manque de chance, et bien, il a quand même 2-3 femmes autour de lui, Charles VIII, qui lui lisent des récits de chevaliers en Italie, et donc il sera absolument abreuvé de cette littérature chevaleresque, et il n'aura qu'une envie, c'est d'aller en Italie, et du reste, c'est lui qui commence, qui inaugure les guerres françaises italiennes. Bon, exit le pauvre Charles VIII, Charles VIII Lafave, on l'appelait Charles VIII Lafave, oui, ben c'était certainement un très brave gars, pas très malin, et dans l'histoire, c'est pas la gentillesse qui est la valeur la plus prisée, malheureusement. Donc c'est pas l'un de nos rois les plus connus, et il est mort de toute façon assez jeune, malheureusement. Mais il y a un roi qui bénéficie d'une aura absolument extraordinaire. Et sur le plan familial, moi j'estime vraiment de façon tout à fait usurpée, c'est François Ier. François Ier, on l'aime tous beaucoup
parce que c'est probablement le plus français des rois. On a l'impression qu'il s'identifie totalement à la France, parce que c'est un roi, c'est un peu comme le personnage de Vittorio Gassman au cinéma. D'abord, il mesure plus de 2 mètres, il est plein de vie, il adore manger, il adore les femmes, il aime la beauté, la poésie, les châteaux, les batailles, enfin, il y a quelque chose de tellement vivant, cet homme-là, et il nous plaît pour ça, je pense. Et sur le plan familial, c'était quand même un peu à zéro. Hein. D'abord parce que vous savez qu'il est fait prisonnier par Charles Quint à Pavie en 1525. Et il ne supporte pas la captivité, il tombe comme un lion en cage, il tombe malade, on pense qu'il va y rester. Bon. Et en fait, dans les discussions, les négociations avec Charles Quint voulait la Bourgogne, François Ier ne voulait pas la lui donner. Bon. Je vous passe les détails. Dans le traité entre François Ier et Charles Quint, eh bien, François Ier accepte d'envoyer contre sa propre liberté ses 2 fils aînés en Espagne à sa place. Or, Charles Quint avait proposé qu'il envoyât éventuellement un seul de ses fils avec 12 grands du royaume. Eh bien non, Louise de Savoie, qui est vraiment pour le coup la mère abusive, elle n'a qu'une envie, c'est de récupérer son fils. Elle envoie ses 2 petits-fils. De toute façon, au moment où elle les envoie, elle ne les avait pas vus depuis 1 an et demi. Les 2 pauvres gosses, ils ont déjà perdu leur mère, la fameuse reine Claude, qui meurt en couche à 25 ans, de sa, je crois, 7e grossesse, quelque chose comme ça. Bon, donc ils ont déjà plus de mère, ils sont élevés par Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, et bien leur grand-mère va les chercher. Allez les cocos, on part en Espagne, via la Bidassoa, là c'est pas loin d'ici, donc ça vous connaissez, donc hop, on les échange sur la Bidassoa, et les 2 gamins, pendant 4 ans, à 7 et 8 ans, ils sont enfermés, on les brinque-balle d'une geôle à l'autre, d'une forteresse à l'autre, parce qu'on essaie de les faire évader, ça ne fonctionne pas. Et ils sont gardés dans des conditions épouvantables. Leur dernier lieu de captivité, ils ont une vague paillasse, ils sont dans une tourelle où il y a à peine la lumière du jour. Quand ils ont été échangés, d'ailleurs François Ier, il retourne en tourelle, là, il fait connaissance d'Anne de Tisseleu, la duchesse d'Étampes, qui deviendra sa nouvelle maîtresse. Alors il fait des balles, il fait des banquets, enfin il reprend sa vie tourbillonnante. Et alors ses fils, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment son souci. Hein. Ils sont largement passés à l'as.